Il va ? Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus nombreux ce soir donc pour écouter une conférence qui avait été programmée déjà il y a plus d'un an, mais à cause du mouvement social, on avait été obligé de la reporter. Donc une conférence sur le droit de vote des femmes aux États-Unis et qui était jusque l'an dernier donc un sujet au programme de l'agrégation d'anglais. Donc c'est pour ça qu'on avait organisé cette conférence. Et donc nous sommes ravis d'accueillir Hélène Canquin, qui est professeure des universités à l'université de Lille et qui a gentiment accepté non seulement de faire cette conférence, mais de faire une intervention également cet après-midi auprès de lycéens. Donc d'où le travail et nous la remercions. Donc Hélène Canquin est spécialiste de la question féminine, vous l'aurez compris. Et c'est elle qui avait commis l'ouvrage, enfin en tout cas un des ouvrages portant sur la question donc l'an dernier au programme de l'agrégation externe et interne. Et donc cette séance aujourd'hui donc sur le droit de vote des femmes aux États-Unis a reçu le soutien appuyé de la part de la ville de Rennes. Tout le monde sait que, enfin a priori tout le monde le sait que l'Institut franco-américain est très bien soutenu par la ville de Rennes, mais cette occasion plus précisément puisque nous avons organisé cette conférence également dans le cadre de la Journée internationale pour le droit des femmes en 2024. Voilà, je cède la parole à Hélène qui va nous parler de tout cela pendant quelques 50-60 minutes. Et puis après, on ouvrira le dialogue si éventuellement vous avez des questions. Eh bien, Hélène Canquin se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Je crois que c'est bon. Je sais pas, oui. Merci beaucoup, Gilda. Merci beaucoup à l'Institut franco-américain, Hillary aussi, de m'avoir invitée. Et je vous remercie de votre patience, puisque ça fait un an que je devais donner cette conférence. Je vais juste mettre mon chronomètre. Ça va mieux, là ? Ouais. Très bien. Bon, même. Et donc pour parler du long combat, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on pourrait, voilà, il y a plusieurs façons de considérer le long combat des Américaines pour leur droit de vote. Notamment, en fait, le long combat, on va dire que ça dépend à quel groupe appartiennent les femmes concernées. C'est déjà la première chose. Il y a des femmes pour lesquelles ça a été moins long d'obtenir le droit de vote que d'autres. Donc je vais peut-être commencer par quelque chose de plus récent. Au lieu de commencer par le début, je voudrais commencer par presque la fin. Là, vous avez l'image de la Maison Blanche qui, aux couleurs, alors or, blanc et violet, le 26 août 2020. Donc, je vous ai simplement mis une image aussi à votre gauche d'un sorte de fanion, de petit drapeau du mouvement suffragiste, donc au début du XXe siècle. Qui vous montre que en fait, la Maison Blanche avait les couleurs du mouvement suffragiste début du XXe siècle. Donc c'était pour le 26 août 2020, donc le centenaire du 19e amendement, qui est donc un amendement de la Constitution des États-Unis, donc qui est ratifié le 26 août 1920 et qui fait rentrer en fait le droit de vote, au moins en théorie, dans la Constitution. Donc il dit, je vais vous montrer, j'ai traduit, mal traduit, mais le 19e amendement qui dit que donc, le droit de vote des citoyens et des citoyennes, pour le coup des États-Unis, ne peut pas être interdit ou limité en raison du genre de la personne. Donc c'est généralement un peu la date qu'on retient, je pense que si des étudiants, des étudiantes, c'est peut-être la date qu'on retient le plus souvent, c'est 1920, le droit de vote des femmes aux États-Unis. Donc l'histoire est plus compliquée, comme vous allez le voir. Je voudrais simplement revenir du coup sur le contexte de 2020. Donc 2020, centenaire du 19e amendement, mais 2020, comme vous le savez aussi, c'est une année d'élection présidentielle. Donc, puisque les élections présidentielles ont lieu tous les 4 ans aux États-Unis. Et c'est l'année où a été élue la première femme vice-présidente aux États-Unis, Kamala Harris, première femme donc, en situation
de pouvoir. Et je vous ai mis simplement sur votre gauche une image, une photo de la première femme élue au Congrès aux États-Unis, Jeannette Rankin, en 1916. Donc, vous voyez déjà peut-être la difficulté. Il y a le 19e amendement qui est ratifié en 1920, mais en 1916, il y a déjà une femme qui est élue au Congrès américain. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est une figure assez intéressante, Jeannette Rankin, parce que c'est une pacifiste forcenée, complètement. Donc en 1916, elle est élue, elle devient représentante, elle rentre à la Chambre des représentants en 1917. En 1917, les États-Unis rentrent en guerre et elle vote contre cette entrée en guerre. Elle ne se représente pas pour un nouveau mandat, mais elle se représente en 1940. Élue en 1940, elle rentre à la Chambre des représentants en 1941. 1941, c'est Pearl Harbor en décembre. Le vote pour l'entrée en guerre des États-Unis se fait au Congrès et elle vote contre. Et là, elle est la seule personne au Congrès à voter contre l'entrée en guerre des États-Unis. C'est la seule parce qu'il y a un contexte un peu différent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été attaqués et elle est très fortement critiquée pour cette décision. Mais c'est une figure qui montre aussi elle était suffragiste à l'origine et comment le suffragisme et le pacifisme ont aussi fonctionné parfois ensemble. 2020, c'est donc les élections présidentielles aux États-Unis. C'est un moment aussi où on parle beaucoup, mais on en a déjà parlé aux élections précédentes qui ont opposé Donald Trump et Hillary Clinton, de ce qu'on appelle en anglais voter suppression. Donc voter suppression, c'est en fait toutes les mesures qui sont prises pour empêcher les personnes d'exercer leur droit de vote. Ça peut paraître peut-être un peu, en tout cas surprenant, mais en fait, aux États-Unis, il est clair qu'il faut faire la différence entre avoir le droit de vote en théorie et exercer son droit de vote. Et voter suppression, là, je vous ai mis des images que vous avez peut-être vues, de personnes qui attendent très longtemps pour pouvoir voter. Et quand je dis très longtemps, c'est des heures. Et aussi dans un contexte différent de la France, parce qu'aux États-Unis, les élections, c'est le mardi. C'est un jour de semaine. Les gens, s'ils attendent plusieurs heures pour aller voter, c'est parfois une journée de travail perdue. Donc voter suppression, ça prend plusieurs formes. C'est parfois demander des documents spécifiques pour voter. C'est parfois fermer des bureaux de vote arbitrairement dans certains quartiers. Donc il y a aussi, pour expliquer le long combat des Américaines pour le droit de vote, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, il faut prendre en compte aux États-Unis les conditions du droit de vote. Donc un droit de vote qui parfois est théorique, qui ne s'exerce pas forcément de façon linéaire et stable. Et ce qui amène certains historiens et certaines historiennes à parler d'une histoire contestée du droit de vote aux États-Unis. Il n'y a pas de progrès linéaire à travers l'histoire du droit de vote, qui serait, par exemple, on incorpore des groupes au fil du temps. Aux États-Unis, l'histoire du droit de vote, elle est faite de régression et de progrès assez constants et parfois en même temps. Donc si je reviens à cette image, juste pour vous donner une idée d'autres pays, pour juste montrer quelle est la situation d'autres pays sur la question du droit de vote. Normalement, on considère que c'est la Nouvelle-Zélande qui est le premier pays au monde où les femmes obtiennent, toutes les femmes, au moins en théorie, obtiennent le droit de vote. Premier pays européen, c'est la Finlande en 1906. Je vous ai mis d'autres pays. Alors l'Angleterre, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, sur la question de l'âge, dans un premier temps, les femmes qui ont plus de 30 ans peuvent voter. Après, c'est 21 ans en 1928. Les États-Unis, 1920, j'ai mis un point d'interrogation parce que je vous expliquerai pourquoi. Canada, 1918. La France, 1944. La Belgique, 1948. J'ai pas mis d'autres pays, puis il y a encore d'autres pays où c'est encore plus tardif. Ce que vous voyez quand même, c'est que probablement, il y a un moment après les guerres mondiales, il y a eu dans beaucoup de pays un mouvement pour que les femmes obtiennent le droit de vote. On pourra revenir sur la question, ça peut s'expliquer sur la question
de l'implication dans l'effort de guerre, des devoirs, de la question de la citoyenneté en temps de guerre qui crée en fait certains progrès pour la question du droit de vote, au moins. Et en fait, je commence l'histoire plutôt en 1776 pour expliquer le combat des femmes américaines pour le droit de vote. Donc c'est déjà pour cela que c'est un long combat. Je commence généralement à la Révolution américaine, donc 1776-1783, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les femmes s'impliquent dans le combat pour l'indépendance des colonies britanniques. À partir de 1776, alors elles ne votent pas toutes en tous les cas, il y a vous allez voir qu'il y a une exception à cela, mais elles s'impliquent notamment par le boycott des produits britanniques, par des pétitions également qu'elles signent. Donc, là, je vous mets une image un peu romantique, oui, probablement déformée, mais en fait, les femmes cousent le premier drapeau américain, en fait. Ce qui montre aussi que l'espace domestique est politisé, en fait. C'est un lieu d'expression politique à ce moment-là. La Révolution américaine aussi, c'est un moment important parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un idéal, une sorte d'idéal féminin qui est mis en place, celui de la maternité dite républicaine. Donc, les femmes ont un rôle à jouer dans la Nouvelle République. C'est celui de mère républicaine, c'est-à-dire leur rôle d'éducatrice, extrêmement important, mais aussi les gardiennes de la vertu républicaine. Elles sont censées transmettre les principes et les valeurs républicaines. Là, je vous ai mis quelques images, vous allez voir, qui illustrent un peu ces idéaux. Donc vous comprenez bien que les femmes ont un rôle à jouer. Ce n'est pas un rôle de citoyenne directe, elles n'expriment pas leur opinion directement, mais elles sont importantes. Généralement, ça tourne autour de l'influence des femmes. Et bien sûr, on assigne aux femmes des qualités spécifiques, de pureté, d'innocence, de force morale, qui, en fait, ici, vous voyez, c'est une illustration qui est postérieure à la Révolution américaine, produite par le mouvement de tempérance contre la consommation d'alcool et ses ravages, et qui est censée montrer ce qui se passe quand l'homme ne consomme pas d'alcool. Donc il y a une image idéale et qui montre bien, en fait, vous voyez bien, c'est les sphères séparées, la femme reste sur le seuil de la porte, elle a une mission importante, pendant que l'homme, probablement revient du travail, donc c'est une image harmonieuse. Voilà. C'est ça le résultat. Donc c'est un idéal important. Il y a beaucoup d'images qu'on peut retrouver tout le 19e siècle qui montrent l'assignation des femmes à un certain rôle, extrêmement important une fois de plus. J'ai aussi celle-là. Il y a beaucoup de guides domestiques qui sont publiés en 19e siècle. Celui-là, pour montrer... l'espace domestique devient un lieu d'une science aussi. On apprend aux femmes à comment gérer la maison, alors pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. C'est un guide assez intéressant parce qu'il est produit par deux femmes qui en fait ne correspondent pas du tout à ce modèle. Elles sont tout sauf des personnes qui restent dans l'espace domestique. Catherine Beecher, elle est éducatrice. C'est une personne très importante pour comprendre la progression de l'éducation chez les femmes. Et aussi, les femmes, à cette époque, deviennent enseignantes en vertu de ces qualités d'éducatrice. Donc c'est un moment aussi important. Et Harriet Beecher Stowe, c'est une écrivaine romancière très connue, notamment qui a écrit La case de l'oncle Tom, que vous connaissez peut-être. Et donc, Catherine Beecher n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais pourtant elle promeut ses idéaux de la maternité et de la domesticité. Harriet Beecher Stowe... c'est elle qui gagne l'argent du foyer, en fait. Elle ne s'occupe pas de sa maison non plus. Mais elles essayent de promouvoir quand même un idéal auquel elles ne se conforment pas forcément. Donc 1776, c'est la Révolution américaine qui produit ces idéaux extrêmement importants. Et si j'ai commencé aussi en 1776, c'est parce qu'il y a une exception. En fait, il y a des femmes qui peuvent voter en 1776 dans le New Jersey, qui est un des nouveaux États. Alors, toutes les femmes ne peuvent pas voter,
On est à cette époque dans un suffrage censitaire fondé sur la propriété. Et en fait, le New Jersey, pendant 31 ans, donne la possibilité aux femmes de voter selon les mêmes conditions que les hommes. Donc des conditions de propriété. Sachant aussi que quand les femmes se mariaient à l'époque, elles abandonnaient toute leur propriété. Donc vous comprenez bien aussi que les femmes mariées ne pouvaient pas, ne correspondaient pas à ces critères, mais les femmes veuves ou célibataires qui avaient suffisamment de propriété pouvaient en fait voter selon ces termes. On sait qu'il y a des femmes qui ont voté, qui ont exercé ce droit de vote. Elles ne l'avaient pas forcément demandé, mais elles l'ont exercé. On sait aussi que toutes ne pouvaient pas voter aussi parce qu'à l'époque, le vote avait lieu plutôt dans des lieux comme des bars ou des saloons. Et la consommation d'alcool faisait que c'était aussi des lieux qui pouvaient être dangereux pour les femmes. Mais on a la preuve que des femmes se sont inscrites et ont voté jusqu'en 1807. Et en 1807, le New Jersey revient dans la norme des autres États états-uniens et enlève le droit de vote aux femmes, qui en théorie l'avaient au moins à partir de 1776. Ce que l'on sait, c'est que quand ces femmes sont privées en 1807 du droit de vote, il n'y a probablement pas eu de mouvement des femmes pour demander ou pour protester contre cette décision. Il faut attendre vraiment les années 1830 pour que les femmes reprennent ou constituent un mouvement, une conscience féministe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des personnes individuellement qui pouvaient demander les droits des femmes, mais c'est vraiment à partir des années 1830-1840 aux États-Unis qu'on a un mouvement pour les droits des femmes, où les femmes s'expriment pour certains droits, prennent une place politique. Et en fait, je vous ai mis cette image parce qu'elle illustre un mouvement extrêmement important dans lequel les femmes sont investies, c'est le mouvement abolitionniste, pour l'abolition de l'esclavage, qui est constitutif de la société états-unienne jusqu'à la guerre de sécession, donc 1861-1865. Et il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans le mouvement abolitionniste. Là, je vous ai mis simplement, c'est une illustration qui est vraiment utilisée. Il y a la même version pour un homme. C'est female supplicant, donc la personne qui supplie. Et il y a l'illustration, l'inscription, c'est Am I not a woman and a sister? Donc est-ce que je ne suis pas une femme et une sœur? C'était en fait censé créer un sentiment d'empathie chez les femmes libres, blanches et noires, pour qu'elles s'investissent dans l'abolitionnisme. Et ça illustre le Ladies Department, c'est la rubrique du journal abolitionniste The Liberator, spécifiquement pour les femmes. Donc ça montre que les femmes sont censément impliquées dans le mouvement abolitionniste. Et le mouvement abolitionniste est important parce qu'il permet à plusieurs femmes de prendre la parole en public, qui est une des premières étapes extrêmement importante pour la participation au débat politique et la question même du vote. Elle est liée aussi à différentes étapes, et notamment prendre la parole en public devant des auditoires mixtes. C'est extrêmement important. Il y a un interdit fort à cette époque pour les femmes, pour la prise de parole des femmes en public. Et si elles s'adressent à des auditoires mixtes, c'est un signe d'immoralité. On parle en anglais de promiscuous, qui a une connotation extrêmement questions liées à la sexualité, à la moralité. Et je vous ai mis des images, des portraits de 3 femmes qui brisent en fait ce tabou dans les années 1830. C'est Mariah Stewart, elle est une femme noire militante qui est probablement la première femme américaine en fait je dis américaine parce qu'il y a d'autres femmes britanniques par exemple qui se sont exprimées devant des auditoires mixtes. Mais Mariah Stewart, c'est la première femme américaine en 1832 à s'adresser à un auditoire mixte. Et les sœurs Grimke, qui sont 2 femmes blanches du Sud, qui elles également, dans les années 1836-37, s'adressent à des auditoires mixtes, ce qui apporte beaucoup de divisions et beaucoup de controverses. Les sœurs Grimke sont très connues parce qu'en fait, elles viennent d'un milieu esclavagiste, et donc elles se convertissent, on va dire, à l'abolitionnisme. Et ce qui fait que ça attire beaucoup d'auditoires, de spectateurs.
En fait, elle s'adresse à l'origine devant des auditoires féminins, et puis il y a des hommes qui sont intéressés par ce qu'elles ont à dire sur l'esclavage. Et c'est comme ça qu'elle commence à s'adresser à des auditoires mixtes. Donc la prise de parole en public, c'est vraiment une première étape pour la revendication du droit de vote. Une étape majeure, c'est celle de la première convention mondiale contre l'esclavage à Londres. Alors mondiale limitée, on va dire, hein, c'est Royaume-Uni, France et États-Unis. Voilà, on va dire c'est international plus que mondial. C'est une convention où des femmes américaines sont censées participer, hein, à laquelle elles sont censées participer parce que des associations abolitionnistes états-uniennes ont envoyé des femmes comme déléguées. Et il y a un gros débat le premier jour. Tout le monde n'est pas d'accord, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Et en fait, ce sont les hommes qui débattent entre eux. Alors les femmes sont... Alors le tableau n'est pas du tout représentatif, hein, puisqu'on voyait quelques femmes. Bon, c'est un choix du peintre, mais en fait, les femmes n'étaient pas du tout là. Les femmes, elles sont au fond, sur le balcon, normalement. Et le premier jour de débat, les femmes, elles sont au balcon, pendant que les hommes sont en train de discuter, de savoir si les femmes peuvent parler. Hein, donc c'est comme ça que ça passe. On a le compte-rendu, hein, donc ils parlent longtemps, pour dire. Ce qui fait aussi que des hommes se retrouvent dans la position de défendre la prise de parole des femmes en public. Moi, j'ai écrit un livre sur les hommes féministes au XIXe siècle, donc c'est un moment important aussi, parce que les hommes sont des porte-parole, puisque les femmes, à ce moment-là, n'ont pas le droit de parler. Et le vote, à l'issue du premier jour, il est négatif, donc les femmes sont exclues de ces débats pendant toute la durée de la Convention. Et c'est un moment important, parce que c'est un moment, comme je l'ai dit, probablement de relations entre hommes et femmes qui commencent à discuter de cette question. Donc en fait, c'est aussi la revendication du droit de vote, elle est née aussi du fait que des femmes investies dans des mouvements militants sont exclues. Et donc prennent aussi conscience à travers le combat pour l'abolition de l'esclavage de leur position d'infériorité. Ce qui amène... Je saute un peu quelques années, mais à la première convention mondiale américaine, pour les droits des femmes, donc la première convention aux États-Unis, c'est la convention dite de Seneca Falls en juillet 1848. Juste rapidement, Seneca Falls, c'est dans l'État de New York, donc c'est vraiment des débats, une convergence de différents mouvements. Qui explique que cette convention ait lieu à ce moment-là, à cet endroit-là. 1848, c'est les révolutions européennes, en fait. Hein. Et dans la presse états-unienne, elles sont commentées, relayées. Il y a des correspondants qui décrivent ce que c'est que l'âge des révolutions. Et donc, ça influence beaucoup aussi cette idée qu'il y a un changement qui va arriver, en fait, aux États-Unis. Seneca Falls est aussi dans un état, dans un endroit où il y a une grosse communauté de réformateurs et réformatrices, beaucoup de Quakers. Les Quakers sont connus aussi à cette époque déjà pour promouvoir une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Il y a 25% des personnes qui assistent à la convention de Seneca Falls qui sont Quakers, en fait. Et à l'issue de cette convention, il y a une déclaration dite des sentiments, alors sentiments dans le sens d'opinion, qui est publiée, signée par 32 hommes. Les hommes, il y a une séparation, les signatures sont séparées en fait. Il y a 32 hommes, 68 femmes qui signent cette déclaration. Il y avait 300 personnes à Seneca Falls, donc tout le monde n'a pas signé cette déclaration. Il y a le mari d'une des organisatrices qui quitte la ville parce qu'il ne veut pas être associé à ça. Il dit je te laisse faire, mais moi je ne veux pas être associé à ça. Il y a des personnes ou des femmes aussi qui refusent de signer cette déclaration, qui en fait représente l'une des premières fois, c'est pas la première fois forcément, mais l'une des premières fois où la revendication du droit de vote est mentionnée, votée de façon collective et revendiquée. Et comme vous voyez, le droit de vote, il est décrit comme inaliénable. Donc on ne peut pas le retirer. Les femmes, au final, ne l'ont jamais vraiment eu à ce moment-là, sauf dans le New Jersey. Et puis, on remobilise une rhétorique
de la Révolution américaine, qui est l'idée qu'elles doivent se soumettre à des lois, mais des lois à lesquelles elles ne participent pas. On ne leur demande pas le vote. Donc c'est une revendication des colonies britanniques au moment de l'indépendance. Et les deux personnes extrêmement importantes qui se battent pour que le droit de vote soit dans la Déclaration des sentiments, c'est Elizabeth Cady Stanton et Frederick Douglass. Elizabeth Cady Stanton, c'est elle dont le mari a quitté la ville. Et Frederick Douglass, c'est la seule personne noire qui assiste à cette convention. Et lui, en tant qu'homme noir, c'est un ancien esclave. En tant qu'homme noir, il sait qu'à ce moment-là aussi, il y a pas mal d'États, y compris dans le Nord, qui enlèvent le droit de vote aux hommes noirs libres. Donc il sait aussi voilà, ça explique pourquoi il défend le droit de vote des femmes, parce qu'il a cette expérience de la marginalisation et dans le droit de vote. À l'issue de la convention de Seneca Falls, donc c'est une convention, la demande du droit de vote est encore très, très controversée, y compris chez les réformateurs et réformatrices. Mais à partir de là, on a plusieurs conventions pour les droits des femmes qui ont lieu, des conventions nationales. La première convention nationale pour les droits des femmes, c'est en octobre 1850 dans le Massachusetts, et puis il y a des conventions au niveau des États. Et le droit de vote devient assez rapidement en fait une demande, alors d'une minorité, hein, vous l'avez compris, mais qui structure le mouvement pour les droits des femmes. Il y a d'autres demandes. Il y a la demande justement que dans le mariage, les femmes ne perdent pas leurs droits. Ça, c'est une demande extrêmement importante. Mais le vote commence à devenir véritablement, à unifier ce mouvement pour le droit de vote, pour les droits des femmes. Il y a une convention annuelle, nationale, tous les ans, jusqu'à la guerre de sécession, sauf une année, mais ce sont des événements importants où il y a beaucoup de personnes. Et où le droit de vote structure et unit le mouvement. J'arrive à la guerre de sécession, donc 1865, je regarde le temps, 1861-1865. Pendant cette période, les personnes qui sont pour les mouvements, pour les droits des femmes, décident d'arrêter, de ne pas faire de convention, de participer à l'effort de guerre. Et là, ce que vous voyez, c'est que l'implication des femmes dans la guerre de sécession, elle passe par ce rôle qu'on leur... Là, je vous ai mis une représentation de la façon dont les femmes, effectivement, participent à l'effort de guerre. C'est en étant infirmières, en s'occupant des blessés, mais aussi en levant des fonds le plus souvent. Et les militantes pour les droits des femmes se conforment tout à fait à ce modèle et décident, pour ne pas diviser le pays, en tout cas le Nord, de ne pas pousser pour le droit de vote. Mais ça ne dure pas très longtemps, hein, ça dure le temps de la guerre. 1865, c'est le début d'une autre période aux États-Unis qui est la reconstruction. Et pendant 12 ans, 1865-77, il y a des débats qui divisent, qui déchirent le pays. Donc le Sud a perdu. L'esclavage est aboli en 1865. Et à partir de là, il y a un débat très fort et qui divise, y compris les personnes qui militaient pour les droits des femmes avant la guerre de sécession, c'est celui de la citoyenneté. C'est une fois que l'esclavage est aboli, la question c'est, il faut garantir les droits des citoyens et des citoyennes, notamment de ces personnes qui viennent d'être émancipées. Donc il faut les protéger aussi des anciens esclavagistes. On a aussi la question du droit de vote qui réapparaît. La question c'est, est-ce qu'on peut être citoyen ou citoyenne sans le droit de vote ou avec le droit de vote ? Vous avez compris que quand je vous ai parlé des idéaux féminins, de la maternité républicaine notamment, les femmes sont considérées comme des citoyennes, elles ne sont juste pas considérées comme des... Enfin, on considère juste que la citoyenneté féminine, elle ne s'exprime pas par le droit de vote. Mais jamais on ne dit que les femmes ne sont pas citoyennes. On parle de citoyenneté indirecte, par exemple, mais elles sont quand même considérées comme des citoyennes. Mais ces deux amendements de la Constitution qui sont très vivement discutés. La question, c'est est-ce qu'on va donner le droit de vote universel ? Donc il y a beaucoup de gens qui demandent le suffrage universel à ce moment-là, ce qui est assez tôt.
Et puis d'autres qui disent « Oh là là, on ne va pas tout faire en même temps. Si on commence à mettre les femmes dans le vote, les États ne vont pas ratifier ces amendements, il va y avoir trop d'opposition. Il faut absolument qu'on donne dans un premier temps, qu'on s'assure que les hommes noirs vont pouvoir voter, et après on se battra pour le droit de vote des femmes avec un 16e amendement. En fait, il y a beaucoup de gens qui, à cette époque, parlent d'un 16e amendement. Vous avez compris qu'en fait, c'est le 19e amendement. Mais le 16e amendement, c'est quand même quelque chose qui reste vraiment qu'on garde en tête. Il y a une division à ce moment-là. Il y a les premières associations suffragistes pour le droit de vote des femmes qui se créent, mais qui se divisent justement sur la question de la priorité. Est-ce qu'on demande le suffrage universel ou est-ce qu'on admet que les hommes noirs vont avoir le droit de vote dans un premier temps, puis on vous demandera le droit de vote des femmes. Et les femmes et les associations, les premières associations, c'est 1869. Et elles ont des stratégies parfois différentes qu'elles mettent en place. Donc il y a des femmes qui disent, je reviens juste en arrière, comme le 14e amendement définit la citoyenneté en général en disant que les personnes nées aux États-Unis sont citoyennes, elles disent d'emblée, on a le droit de vote. Donc on va aller voter. Et donc ça s'appelle, c'est une stratégie qu'elles utilisent, qui finit pas très bien en fait. Hein. On leur interdit de s'inscrire sur les listes électorales, et aussi Susan B. Anthony, qui est une militante suffragiste, elle est condamnée à verser une amende. Il y a un procès assez long qui a lieu parce qu'elle a tenté de voter en 1872 aux élections présidentielles. Et donc, on l'a arrêtée. Et donc, elle a été condamnée à verser une amende qu'elle n'a jamais versée par ailleurs, mais en signe de protestation. Mais, voilà, donc il y a cette stratégie-là qui apparaît, hein, qui est « on va essayer de voter ». Il y a d'autres... c'est une stratégie dite du nouveau départ. Il y a un arrêt de la Cour suprême en 1875 qui confirme en fait que les femmes sont citoyennes mais n'ont pas forcément le droit de vote. Donc qui met un coup d'arrêt en fait à cette stratégie. Donc c'est assez intéressant de lire l'arrêt parce qu'il dit bien sûr que les femmes sont citoyennes, elles ont toujours été citoyennes. Mais maintenant, savoir si le droit de vote et la citoyenneté, ça va ensemble, c'est autre chose. Les femmes exercent leur citoyenneté d'une autre façon. En même temps, c'est un point extrêmement important, bien sûr, hein, en même temps que les suffragistes s'organisent, il y a un mouvement anti-suffragiste qui émerge. Alors, je vous ai mis quelques étapes. The True Woman, donc la vraie femme, c'est le nom d'un journal anti-suffragiste. Il y a des associations qui se créent à la fin du 19e siècle dans certains États. Il y a des journaux, ça va jusqu'à 1920, hein, l'antisuffragisme, qui parle d'une menace du mouvement suffragiste ou du droit de vote des femmes. Là, je vous ai mis une image du quartier général de l'association nationale opposée au droit de vote des femmes. Alors, c'est assez intéressant parce que, évidemment, vous voyez que des hommes, hein, sauf une femme qui est un peu reléguée à la marge. Donc, ce qu'on soupçonne, c'est qu'ils sont en train de lire de la littérature anti-suffragiste. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ça donnerait l'impression que ce sont les hommes qui sont opposés au droit de vote des femmes. Parce que, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient opposés au droit de vote des femmes, mais en fait, l'association, c'est une association de femmes. Donc, ce sont les femmes qui sont moteurs du mouvement anti-suffragiste aux États-Unis et qui s'opposent au droit de vote des femmes. On pourra revenir sur cette question. Hein, pourquoi ces femmes s'opposent au droit de vote des femmes? Mais c'est en fait une réalité. Et bien sûr, il y a un paradoxe, hein, parce qu'elles disent que les femmes ne doivent pas voter parce qu'elles n'ont pas... que les femmes ne peuvent pas intervenir dans l'espace public parce qu'elles ont des missions spécifiques. Mais en même temps, pour se battre contre le droit de vote des femmes, il faut qu'elles prennent la parole en public. Donc il y a aussi ce paradoxe qui est elles doivent s'exprimer publiquement pour dire que les femmes n'ont pas droit à la parole en public. Hein. Donc voilà. Oui, on n'est pas un paradoxe près ou une contradiction près. Et en fait, je vous mets quelques images aussi qui sont produites par les antisuffragistes.
qui présente, alors c'est un peu évident, mais qui présente, alors c'est Susan B. Anthony, là, c'est celle qui est passée en procès pour avoir essayé de voter en 1872. Donc, il y a marqué Women's Suffrage sur son parapluie, et en fait, elle est en train de chasser le président, en fait. Grover Cleveland. Donc vous voyez comment elle est représentée. Je vais vous montrer d'autres images produites par les anti-suffragistes ou qui se moquent des suffragistes, qui en fait se moquent aussi du droit de vote des femmes en disant que la conséquence du droit de vote des femmes, c'est qu'il y aura un renversement des rôles. Hein. Vous voyez que là, le mari est en train de faire je sais pas la lessive, pendant que sa femme le regarde, elle est habillée comme un homme, en tous les cas. Celle-là, elle est peut-être encore plus évidente. Il y a beaucoup d'images qui montrent ce qui se passe si les femmes vont commencer à voter. Voilà, c'est ça qui va se passer. Les hommes vont s'occuper des enfants, mais pas très bien, de toute évidence. En tout cas, il y a toujours ce regard un peu éploré de l'homme qui ne sait pas trop quoi faire. Les enfants, ils ne sont pas du tout contents. Alors le chat aussi, il y a souvent des images d'animaux domestiques qui, eux, pareil, se rebellent, de toute évidence. Pendant que la femme, elle, effectivement, alors il y a notamment, vous voyez bien, elle a une cravate, elle a un chapeau plutôt comme les hommes, et elle s'en va, elle laisse son mari s'occuper mal de la maison. Et en fait, l'idée, la plupart des anti-suffragistes ne pensent pas que les femmes peuvent à la fois voter et, alors, voter, pas forcément l'acte de voter une fois, de temps en temps, mais intervenir dans l'espace public et remplir leur mission domestique. Hein, donc c'est toujours comme ça. Donc en fait, c'est l'idée qu'il y a forcément un renversement, quoi. Il y a toujours un échange. Hein. Soit si les femmes ne font pas leur travail ou si elles vont dans l'espace public, c'est forcément les hommes qui eux-mêmes vont devoir remplir ce rôle à l'encontre de leur qualité et de leur essence aussi. Voilà, il y a des images encore plus frappantes. Justement, là, c'est aussi une caricature anti-suffragiste qui demande aux femmes de choisir, en fait. Une carrière, point d'interrogation, quelque chose, ou l'amour, le mariage et le bonheur. Donc il faut choisir. C'est pas possible d'avoir les deux. Et alors celle-là, elle est encore plus... 1915, il y a un référendum dans l'État de New York sur le suffrage féminin. Et là, c'est le choix des femmes. C'est qu'est-ce que tu préfères? Which do you prefer? The home, donc la maison avec cette image domestique de bonheur, hein, elle est épanouie. Ou street corner, c'est le coin de la rue. Donc c'est... vous voyez l'image de cette femme qui, de toute évidence, le visage déformé. Alors, soit elle représente, et puis elle représente la suffragiste frustrée, insatisfaite, hein, de toute évidence, mais street corner, c'est aussi une allusion à la prostitution, en fait. Donc, c'est vraiment l'immoralité de la femme suffragiste qui va parler en public également. Et donc, vous voyez bien la conclusion, c'est non, votez non, parce que voilà, autrement, qu'est-ce que vous voulez si vous voulez finir dans la rue, voilà. Donc les suffragistes en fait doivent répondre aussi à cette rhétorique, à ces arguments, à ces stéréotypes ou ces clichés qui associent le suffrage des femmes à une immoralité, au fait que les femmes ne vont pas remplir leur mission première. Et donc, elles se réorganisent. Je vous ai parlé de ces deux associations de 1869 qui s'étaient créées et divisées. En 1890, elles comprennent que ça affaiblit le mouvement de se diviser. Donc, en 1890, il y a une nouvelle association qui naît, qui est la National American Women's Suffrage Association de 1890. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a encore différentes stratégies qui sont utilisées. Et en fait, je voudrais aussi développer l'idée que le suffragisme... vous avez vu qu'il y a des femmes qui étaient anti-suffragistes, ça c'est évident, mais le suffragisme, il est très divisé aussi parce qu'il y a des femmes blanches notamment qui commencent à se dire en fait, on va se battre pour le droit de vote des femmes blanches, tout simplement, et qui développent par exemple ce qu'on appelle la stratégie dite du Sud,
Le Sud, après la guerre de sécession, après la reconstruction, a mis en place des lois ségrégationnistes, discriminatoires contre les populations noires, des restrictions pratiquement complètes pour l'exercice du droit de vote des hommes noirs. Et en fait, il y a des suffragistes blanches qui disent il faut qu'on ait le soutien des Blancs dans le Sud pour avancer la cause du droit de vote des femmes blanches, pour le coup, et qui commencent à développer une rhétorique en disant à l'attention des suprémacistes blancs, en disant donnez le droit de vote aux femmes, parce que de toute façon, comme il y a des restrictions sur le droit de vote contre les populations noires, les femmes noires ne pourront pas voter, mais en revanche, les femmes blanches, elles, pourront voter. Ça renforcera la suprématie blanche dans vos États. Hein, donc c'est un argument qui commence à être utilisé pas par toutes, mais par certaines. Beaucoup de femmes blanches parlent de suffrage, educated suffrage, de suffrage pour les personnes éduquées, ce qui est une sorte de code aussi qui exclut non seulement les personnes qui ne sont pas éduquées ou pauvres, mais en fait c'est un code aussi, les suprémacistes blancs comprennent que ça peut vouloir dire, que ça dira que c'est un suffrage pour les femmes blanches de la classe moyenne notamment. Ce qui aboutit en fait à des conventions qui sont organisées dans le Sud et qui excluent les femmes noires en fait, de ces conventions. Là, je vous ai simplement mis, il y en a une à la Nouvelle-Orléans en 1903. Belle Kearney, c'est une femme du Sud qui parle pendant cette convention et en fait, c'est une suprémaciste blanche. En fait, là, elle a écrit une autobiographie. Elle dit qu'elle est fille d'esclavagistes. Et en fait, pendant toute la convention, pendant tous ses discours, elle développe l'idée, effectivement, que le droit de vote des femmes, c'est le droit de vote des femmes blanches, et que ça garantira la suprématie blanche. Et face à ça, il y a des femmes noires qui s'organisent souvent de façon séparée. Je vous ai mis cette image de Sojourner Truth qui s'organise alors avant la guerre de sécession, mais aussi après, qui est une ancienne esclave et qui est une femme importante, intéressante aussi, qui porte la parole des femmes noires dans ces conventions. Juste pour information, Sojourner Truth est la première personne à mettre un copyright sur ces photos, en fait, qui ne peuvent pas être utilisées sans son accord ou parce qu'elle les vend en fait, pour gagner sa vie, tout simplement. Donc elle a ce qu'on appelle des cartes de visite. Et en anglais, c'est le même terme. Carte de visite. D'autres femmes, donc je vous donne quelques exemples. Mary Church Terrell, qui est aussi une femme très importante pour le mouvement pour le droit de vote des femmes. C'est généralement une des seules femmes noires qui est invitée lors des conventions des associations blanches. Elle est censée représenter les femmes noires. C'est une femme qui vient d'un milieu très aisé et qui est censée donc représenter les femmes noires, mais c'est la seule souvent à être invitée à cette occasion. Et puis, début du XXe siècle, on a un changement aussi. Donc il y a les femmes noires qui s'organisent dans des associations souvent séparées et de nouvelles voix qui émergent, notamment les femmes ouvrières qui, pendant longtemps, n'ont pas vu l'intérêt du droit de vote parce qu'elles avaient d'autres choses toute évidence à gérer, mais qui, au début du XXe siècle, commencent à, je vous ai mis simplement des noms d'associations, mais qui commencent à penser que le droit de vote, c'est important, en fait, parce que ça permettrait, idéalement, de faire adopter des lois qui garantiraient leurs conditions de travail. Donc elles commencent à voir pourquoi ça peut être important. Et puis l'autre important, c'est l'influence britannique, les suffragettes. Donc les suffragettes, c'est un terme pour les Britanniques. Peut-être que personnes qui ont vu Mary Poppins. Il y a la mère, c'est une suffragette. Elle développe aussi des stratégies militantes beaucoup plus visibles, parfois violentes, qui imposent le droit de vote des femmes comme un enjeu important qu'on ne peut pas éviter. Donc, quand je dis des stratégies visibles, violentes, ça passe par casser des vitres, mettre le feu, créer des incendies dans des lieux publics, mais c'est aussi essayer de kidnapper le Premier ministre.
interrompre les débats, justement, les discours, se cacher dans la salle et puis après interrompre les débats des hommes politiques. Et puis il y a vraiment des images encore plus violentes. D'ailleurs, on a les images, en fait. Il y a une suffragette qui s'est jetée sous les sabots du cheval du roi lors d'une course hippique. Voilà. Elle est décédée, mais on a l'image, donc c'est extrêmement frappant. Enfin, c'est le film, en fait. Et donc ça va jusque-là, en fait. Aussi, c'est le sacrifice. Et là, vous avez une image d'Emmeline Pankhurst, qui est une des leaders du mouvement. Elle est arrêtée, en fait. Ces femmes sont victimes de répression. Elles sont envoyées en prison. Elles se mettent généralement en grève de la faim et elles sont nourries de force. Donc, elles exposent, elles veulent montrer le problème, enfin, la répression de l'État. Elles se qualifient de prisonnières politiques à ce moment-là. Et les Américaines s'en inspirent pour organiser des marches suffragistes à partir de 1908. Donc c'est des opérations de masse. Celle de New York 1915, c'est 20-25 000 personnes qui sont organisées. Et vous voyez que ce qu'elles veulent montrer, c'est que les femmes sont capables... voilà, c'est très bien organisé, c'est presque militaire. Là, vous avez le programme de la marche suffragiste qui a été organisée la veille de l'investiture du président Wilson en mars 1913. Il a été élu en 1912, mais Wilson est notoirement contre le droit de vote des femmes. Et donc vous voyez les couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des spectacles, ces marches suffragistes. Là, vous avez... il y a souvent des femmes à cheval. Donc là, c'est Inez Milholland qui avait ce rôle. Il y a des hommes. Je vous ai mis une image, probablement à New York, d'hommes qui défilent. Ils défilent à part, de façon séparée. Un cortège d'hommes. Et puis, c'est des lieux où les femmes mettent en scène. Je vous ai parlé des clichés, des stéréotypes anti-suffragistes. Là, ce qu'elles essayent de montrer, c'est que les femmes peuvent avoir le droit de vote, exercer leur droit de vote, et seront toujours des mères. On pourra remplir leur rôle de mère. Donc, ça passe par la couleur blanche aussi, qui est le symbole de la maternité, de la pureté, et des associations, de la force morale des femmes. Et puis, bien sûr, là, vous voyez des enfants qui défilent, des filles notamment, qui défilent. Il y a quelques femmes noires qui défilent dans ces marches, même si ce sont des lieux d'exclusion le plus souvent. En tout cas, on a très peu de photos. Je pense que c'est la seule photo de femmes noires qu'on a, parce que les suffragistes blanches contrôlaient beaucoup les images qui étaient produites et elles ne voulaient pas, comme je vous en ai parlé, de risquer l'opposition des suprémacistes blancs, notamment dans le sud, mais aussi dans le nord. Donc là, il y a Heidi B. Wells Barnett, qui est une femme noire journaliste qui s'est battue contre le lynchage et qui défile à Washington lors de cette marche. Ça aboutit en fait à, comme aux États-Unis, tant qu'il n'y a pas d'amendement à la Constitution fédérale, les États font un peu ce qu'ils veulent à ce moment-là. Il y a certains États où les femmes obtiennent le droit de vote. Alors, il y a pour la première fois en 1869, le territoire du Wyoming a donné... les femmes ont obtenu le droit de vote à ce moment-là. Le Wyoming devient un État en 1890, donc c'est à partir de ce moment-là que les premiers États les femmes obtiennent le droit de vote dans certains États. Après la guerre de sécession, il y a des femmes qui obtiennent le droit de vote au niveau local également. Donc il y a une situation très différente. Je vous ai parlé de Jeanette Franklin, qui était là, c'est la première représentante aux États-Unis. En fait, elle a été élue dans le Montana, qui a donné le droit de vote en 1914, ce qui explique pourquoi elle a pu être élue avant le 19e amendement de 1920. Puis, il y a la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, on a donc Wilson, dont je vous ai parlé, qui était contre le droit de vote des femmes, mais qui, à la faveur de la Première Guerre mondiale, change d'avis, en fait. Puisque là, il dit... il y a un référendum dans le New Jersey qui est son état d'origine, et il dit « je vais voter pour le droit de vote ». Des femmes, et ça s'explique par plusieurs stratégies que les suffragistes mettent en œuvre pendant la Première Guerre mondiale. Alors il y en a une qui est de participer à l'effort de guerre et de montrer que les femmes peuvent être mères et se sacrifier pour la patrie.
Donc là, ça s'appelle ce que des historiens appellent les mères patriotiques, hein, des images qui mettent en évidence ce rôle des femmes, et puis peut-être une stratégie plus radicale qui est de refuser de participer à l'effort de guerre, en vertu du fait que les États-Unis ne reconnaissent pas les femmes comme citoyennes à part entière. Et il y a, certaines suffragistes commencent à mettre en scène, enfin, à mettre en place ce qu'elles appellent les sentinelles silencieuses devant la Maison-Blanche. Elles font le piquet de grève avec vous voyez des signes, des panneaux qui interpellent directement le président. Donc combien de temps est-ce qu'on va attendre ? On va attendre pour obtenir la liberté. Qu'est-ce que vous allez faire pour le droit de vote des femmes ? Là, vous avez d'autres images. Donc elles font piquet. Et c'est des images qui sont publiées dans toute la presse. Hein. Quand les États-Unis rentrent en guerre en avril 1917, on l'appelle Kaiser Wilson, qui dit en gros, hein, vous faites la guerre pour promouvoir la démocratie, mais voilà, il y a 20 millions de femmes aux États-Unis qui n'ont pas le droit de vote. Et là, c'est une expression qui dit balayez devant votre porte, quoi, en gros. Vous ne faites pas aux États-Unis, pourquoi vous allez faire la guerre ailleurs ? Et je voulais simplement vous montrer, parce qu'en fait... Ah, j'ai peut-être pas l'image, mince. J'avais une photo de Wilson. En fait, c'est pas, la Maison-Blanche, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous approcher aussi près. Mais à l'époque, Wilson, il sort à pied, quoi. Donc, il croise toujours ces femmes, constamment. Alors, elles sont silencieuses, hein, pour mettre en scène le fait que les femmes n'ont pas de voix. Mais c'est très embarrassant pour lui, de toute évidence. Et donc, ça l'agace, hein, profondément. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a changé d'avis aussi, mais aussi, les femmes commencent à être arrêtées quand les États-Unis rentrent en guerre. Donc, ces femmes sont arrêtées, en fait. Elles sont envoyées en prison. Et elles se décrivent comme suffrage prisoners, donc les prisonnières du suffrage, hein, prisonnières politiques en fait, hein, un peu comme les Britanniques. Et elles sont, une fois plus, elles utilisent les mêmes stratégies que les Britanniques, qui sont les grèves de la faim. Elles sont nourries de force, sont victimes de violences en prison, et ça fait les premières pages des journaux en fait, à ce moment-là. Ce qui peut expliquer probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles Wilson change d'avis, aussi sous cette pression de l'image, et aboutit en fait et soutient la ratification du 19e amendement. Donc les amendements, pour que les amendements fassent partie de la Constitution, il faut qu'ils soient votés par les 3/4 des États. Et à partir de là, les amendements font partie de la Constitution. Et Tennessee, c'est le dernier État, le 36e État à ratifier le droit de vote des femmes et le 19e amendement. Mais juste, je vais terminer, mais je voulais juste vous dire, en revanche, que le 19e amendement, c'est la victoire du droit de vote des femmes blanches, voilà, aux États-Unis, mais que c'est certainement pas la fin du combat pour toutes les femmes, en fait. Je vous ai donné quelques exemples. Jusqu'en 1922, les femmes américaines qui épousent des étrangers perdent leur citoyenneté automatiquement. Donc, bien sûr, elles ne peuvent pas voter, mais elles perdent leur citoyenneté. Je précise qu'un homme américain qui épouse une femme étrangère ne perd pas sa citoyenneté. Et d'ailleurs, la femme prend la nationalité américaine. Donc, il y a une asymétrie totale jusqu'en 1922, où il y a une nouvelle loi qui est votée. Mais il y a aussi toutes ces restrictions dont je vous ai parlé dans le Sud, et qui, bien sûr, affectent les femmes noires dans le Sud. Donc, elles font face exactement aux mêmes intimidations, aux mêmes restrictions qui sont imposées. Et puis, il y a les femmes amérindiennes, les femmes autochtones dans l'Ouest, aussi, dont on parle un peu moins souvent, mais elles subissent exactement les mêmes restrictions au droit de vote, jusque dans les années 40-50, jusqu'à, en fait, une loi qui est votée
en 1965 sous l'impulsion du mouvement pour les droits civiques, pour les droits des Noirs aux États-Unis. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être vu le film Selma? Non? Alors, il faut le voir. Et les personnes qui l'ont vu, en fait, c'est la bataille pour le Voting Rights Act, qui en fait déclare que toutes ces restrictions sur le droit de vote, sur l'exercice du droit de vote, sont illégales. Mais c'est un combat important qui a été mené aussi par beaucoup de femmes noires. Donc c'est pour ça que j'avais fait un montage de ces différentes femmes qui se sont battues contre ces restrictions, qui se battent en fait pour un véritable suffrage universel. Donc il y a Ida B. Wells, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était cette femme qui a défilé et qui était journaliste, notamment qui est très impliquée contre le lynchage. Mary McLeod Bethune. On a Ella Baker en bas, qui est intéressante parce qu'elle ouvre des écoles dites de la citoyenneté dans le Sud pour aider les personnes noires à réussir les tests d'alphabétisation qui étaient utilisés pour empêcher les personnes noires de voter, en fait. Alors quand je dis test d'alphabétisation, en fait, faut aller voir sur Internet ce que ça représente. C'est pas vérifier simplement si la personne sait lire ou écrire. C'est des questions très compliquées. Enfin, c'est fait pour empêcher les gens de voter. Des questions extrêmement compliquées. Dans Selma, je vous parlais de Selma, parce que Selma, la première scène, c'est une femme noire qui essaye de s'enregistrer, de s'inscrire sur les listes électorales. Et en fait, on lui demande combien il y a de juges dans l'État, je crois. Et elle répond. Et après, la personne lui dit « Ouais, alors il faut me donner les noms ». Et en fait, c'est une façon, alors c'est une dramatisation d'exactement ce que ça pouvait être ces tests à cette époque, véritablement. Et elle ouvre ces écoles dites de la citoyenneté. Et Fannie Lou Hamer, c'est une personne extrêmement importante aussi. Elle naît dans une famille extrêmement pauvre. Elle est extrêmement pauvre, mais elle a été politisée par différents mouvements. Et elle est très investie pour le droit de vote. Et en 1964, elle s'exprime à la Convention démocrate. Donc la convention qui est censée nommer officiellement le candidat qui est Johnson à l'époque, c'est le président. Et elle s'exprime parce que le Parti démocrate est aussi historiquement lié au mouvement suprémaciste blanc ségrégationniste. Et donc elle veut faire pression. Et en fait, il y a un moment assez intéressant parce qu'au moment où elle est censée s'exprimer, il y a Johnson qui veut absolument pas qu'elle s'exprime. Et en fait, il fait couper l'antenne, il prétend qu'il a une conférence de presse. Donc tout le monde coupe l'antenne pour aller voir ce que dit le président. Et le président dit je donnerai le nom de mon vice-président bientôt, dans quelques jours. Voilà. En fait, c'est toute évidence pour empêcher les télés de montrer Fannie Lou Hamer. Ça a l'effet exactement inverse, parce que tout le monde réalise que bien sûr c'est une tactique. Mais Fannie Lou Hamer, c'est une personne extrêmement importante et très impressionnante en fait. Et donc, je vais assez rapidement pour terminer sur le Voting Rights Act de 1965, et vous voyez peut-être les conséquences du Voting Rights Act. Entre 1964, par exemple, dans un État du Mississippi, le taux d'inscription des personnes noires sur les listes électorales, il est de 10%, et 60% en 68. Donc d'emblée, vous voyez la différence. Alabama, 24% en 64, 57% en 68. Et donc c'est une loi qui garantit, dans les faits, le droit de vote ou le suffrage universel. Ce qui montre que le combat pour le suffrage universel, il est extrêmement long. Mais juste pour compliquer un peu les choses, évidemment, 2013, il y a un arrêt de la Cour suprême qui invalide une partie de cette loi et qui ouvre la voie à le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure de voter suppression, qui permet à certains États de mettre en place des mesures qui empêchent le droit de vote en pratique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons d'empêcher les gens de voter. Fermer des bureaux de vote, c'est très efficace. Demander certains documents. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans certains États, il est interdit de nourrir ou de donner à boire à des personnes qui attendent pour voter. Et je dis ça parce que c'est des heures parfois. Et donc ça criminalise aussi cette aide. Voilà. Donc, on comprend bien que l'idée, c'est d'empêcher certaines personnes de voter. Et pour montrer qu'il y a une continuité aussi, parce qu'il y a des personnes, notamment des femmes noires, qui sont activistes pour le droit de vote aux États-Unis. Donc Stacey Abrams, c'est un bon exemple. Elle a été candidate pour être gouverneure de la Géorgie.
Et là, vous avez une image d'elle. Et en fait, elle est en fait le symbole d'un combat pour le droit de vote, pas simplement des femmes pour le coup, qui n'en finit pas en fait. Je pense que peut-être l'une des différences avec la France, où on pense probablement que le droit de vote est stable ou assuré. Aux États-Unis, vous voyez bien que jusqu'à aujourd'hui, c'est un droit qui est instable, qui fait l'objet de progrès ou de régression en l'occurrence, et qui n'est jamais assuré. Parce que c'est un pays fédéral et qu'il y a beaucoup d'États, qu'il y a une grande latitude donnée aux États, mais aussi parce que le droit de vote n'est pas toujours protégé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est... J'espère que vous avez... je suis prête à répondre à vos questions, bien sûr. Merci Hélène pour cette passionnante C'était un peu long, peut-être. conférence. Non, juste un petit dépassement de 3 ou 4 minutes. Donc merci, et puis merci pour cette recommandation cinématographique. Donc le film Selma de Ava DuVernay, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Première scène, évidemment, avec Oprah Winfrey. Et on peut compléter une autre recommandation cinématographique, puisque tu as parlé des suffragettes, le film de Sarah Gavron, Suffragettes, tout simplement. Qui est sur les Britanniques. Voilà, qui est un très beau film également. Oui, mais je vais donc... Exact. Je vais céder la parole. En attendant, j'aurais juste une petite question, même puisque j'ai le micro, et que tu as parlé un peu de l'Ouest américain. Ouais. Pourquoi donc le Wyoming, 1869, un État rural, quelque peu conservateur. Pourquoi est-ce que c'est dans l'Ouest que l'on donne aux femmes le droit de vote en premier? En premier, ouais. Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne vous ai pas mis les dates antérieures. Je crois que j'avais une slide, mais je ne sais pas où elle est quelque part. En fait, effectivement, les premiers États où les femmes obtiennent, au niveau des États, le droit de vote, c'est à l'Ouest. Et alors, il y a plusieurs interprétations, on va dire. C'est pas tout à fait assuré. Pendant longtemps, les personnes disaient, les historiens et les historiennes ont pensé que ou disaient que c'est parce que l'Ouest, avec les pionniers, les pionnières, il y avait une redistribution des rôles entre femmes et hommes qui était, la vie étant difficile, nécessitait que les femmes, bien sûr, prennent des rôles autres que celui qu'on leur avait assigné dans certains idéaux. Donc il y a probablement cette raison. Une deuxième raison, c'est en fait que la deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des partis politiques plus fluides et plus divisés. Il n'y a pas les mêmes systèmes de partis, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité pour le droit de vote des femmes d'être endossé par certains partis. Donc c'est beaucoup plus fragmenté, en fait. Donc il y a aussi une condition politique. Et puis l'autre chose, ça tu me diras si c'est vrai, aussi, c'est que que c'est une condition aussi parce que pour que des territoires deviennent États, il y a une condition de population, citoyenneté, et que donc donner le droit de vote aux femmes, ça fait qu'il y a plus de citoyens et qu'on passe plus facilement au statut d'État. Un territoire, il est sous contrôle fédéral, alors que quand on devient un État, on a des représentants au Congrès, etc. Donc il y a aussi une vision très pratique. Tout est bon à prendre, mais il y a aussi cette raison. Donc il y a plusieurs... Je crois que le seuil, c'était 60 000, il me semble. Voilà, exact, 60 000 pour devenir un État. Et donc, c'est aussi probablement une des raisons qui explique pourquoi dans l'Ouest, où il y a tous ces territoires qui ne sont pas encore des États, il y a probablement ça aussi. Mais c'est un point vraiment extrêmement important de voir la géographie du droit de vote. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, du droit de vote local, municipal. Il y a des femmes qui peuvent voter sur certains enjeux. Alors l'éducation, mais aussi parfois dans certains États, il y a des femmes qui vont pouvoir voter pour accorder ou pas une licence pour vendre de l'alcool. Donc on autorise le droit de vote des femmes à ce moment-là, sur ces cas très précis, en vertu du mouvement de tempérance où les femmes sont très investies. L'éducation, ça semble un peu évident. Le local aussi, parce qu'il y a un discours qui se développe qui dit que le local, c'est une extension de la maison et que les femmes peuvent s'occuper de municipal housekeeping. Donc la maison, c'est comme, une ville, c'est comme la maison en fait, en gros. Voilà. Alors, qui veut intervenir et poser une question éventuellement? Je
je vais passer le micro parce que comme il y a un enregistrement, il faut que... Déjà, merci beaucoup pour ce que vous avez produit. J'ai une question peut-être plus actuelle. Ouais. Il y a le droit de vote. Dans la pratique, comment est-ce que les classes sociales et les classes raciales, enfin, comment est-ce que les femmes riches, pauvres, noires, blanches, natives votent aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question et c'est aussi peut-être un des enjeux de ce sujet. C'est quand on parle des Américaines, qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein. Je vous les ai dit tout à l'heure qu'il y avait des femmes qui étaient contre le droit de vote des femmes. Et souvent, ce sont des femmes blanches des classes supérieures qui en fait veulent défendre leurs intérêts de classe avant les intérêts de genre, voient dans le suffrage de toutes les femmes une sorte de menace pour leur position. Donc il y a forcément des différences. J'ajoute qu'il y a des antisuffragistes qui, à partir de 1920, se présentent aux élections. Celles qui étaient contre le droit de vote des femmes, où on n'est pas, plus, on n'est pas une contradiction près. Elles se présentent parce que je vous ai dit qu'elles prenaient la parole en public, mais là, une fois que les femmes ont le droit de vote, ou qu'elles ont le droit de vote, elles se disent on va voter, et notamment voter souvent contre des lois qui sont à l'avantage des femmes. Voilà, donc c'est assez constant. Si on reprend le droit de vote, ce que l'on voit, c'est que les femmes noires, souvent, là, depuis quelques années, les femmes noires sont le groupe qui vote le plus systématiquement pour les démocrates, à plus de 90%. Donc c'est énorme. Donc ça, les femmes noires, en fait, souvent, vous allez peut-être lire, les femmes noires ont sauvé l'élection, enfin, c'est un peu le discours qu'on a. C'est exactement ça. Donc elles sont vraiment ancrées et à très grande majorité pour le Parti démocrate. Après, c'est un peu plus compliqué, effectivement. On peut prendre les femmes blanches en général. Donc les femmes blanches mariées ont voté plus pour Trump, par exemple, Donald Trump, que Hillary Clinton. Et puis après, il y a des différences. Il y a des groupes qui sont un peu plus, voilà, un peu plus divisés. Mais en revanche, on va dire que toutes les femmes qui appartiennent à des minorités ethno-raciales, notamment, voteront plus démocrates. Et après, il y a des gradations, effectivement. Comme je le disais, les femmes blanches, notamment qui sont mariées, votent plus pour les républicains et pour les candidats, y compris comme Donald Trump, qui est pas extrêmement, pas forcément extrêmement féministe, on va dire. C'est vraiment, je prends beaucoup de précautions. Mais bon. Et puis après, il y a le taux d'inscription sur les listes. En fait, il y a aussi ça, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, le taux d'inscription il n'est pas très élevé. Enfin, il y a beaucoup de difficultés déjà antérieures à voter suppression, en fait, de 2013. Et donc, après, on sait que effectivement, les personnes, on va dire, plus pauvres vont moins s'inscrire aussi pour différentes raisons. Je sais que c'est un peu difficile pour pour les Français et Françaises de comprendre cela, mais aux États-Unis, l'une des façons d'empêcher les personnes de voter, c'est de demander de produire une carte d'identité. Parce que c'est pas... voilà, aux États-Unis, les personnes n'ont pas de... c'est pas quelque chose voilà, comme nous, on a forcément... Oui. Non. Un permis de conduire ou voilà. Donc en fait, je sais que parfois, je sais que mes étudiants et mes étudiantes parfois disent c'est la base quoi, mais en fait pas du tout. Et donc en fait, souvent, ça empêche aussi les gens de s'inscrire. On radie les gens aussi des listes électorales, pour beaucoup de raisons. Donc là, il y a aussi voilà, il y a s'inscrire sur les listes électorales, qui est aussi parfois extrêmement compliqué pour des groupes qui sont moins privilégiés. Et puis, comme je le disais aussi, un vote un mardi en jour de semaine, si vous devez... tout le monde n'a pas de voiture aux États-Unis, je voudrais juste le dire. Si on doit aussi se fier ou avoir recours à des transports en commun, si on doit faire la queue pendant plusieurs heures, il y a des personnes qui ne peuvent pas perdre une journée de salaire, qui peuvent pas. Donc ça empêche aussi l'exercice du droit de vote pour des groupes moins privilégiés, tout simplement.
Donc il y a aussi des mouvements pour demander à ce que le vote ait lieu le dimanche. Voilà, c'est aussi, c'est aussi concrètement quelque chose de très, comment dire, très basique pour nous, mais en fait ça change beaucoup de choses aussi. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont en âge de voter qui ne sont pas inscrits? Je demande au professeur de sciences. Moi, j'ai l'impression, en fait, alors, j'ai pas les pourcentages en fait dans les faits, mais je sais que avant même 2013, c'était un enjeu extrêmement important. Donc je veux pas m'avancer en fait. Je sais pas si toi tu as un pourcentage. Non, j'ai pas le pourcentage. Mais je sais que historiquement, le taux d'abstention et le taux de non-inscription étaient plus élevés qu'en France par ailleurs. Mais ça dépend des États aussi, puisqu'il y a des États qui mettent en place maintenant ces obstacles très clairs à l'inscription. Donc je n'ai pas de chiffres qui seraient fiables sur tout le pays, par exemple. Effectivement. Est-ce que dans les obstacles, est-ce qu'il y aurait des États qui auraient la tentation de mettre des obstacles précisément sur une catégorie, la catégorie femme, par exemple noire, ou pas? En fait, dans certains États, donc c'est un enjeu majeur en fait pour comprendre... notamment parce que le système aussi pour les présidentielles est extrêmement compliqué aux États-Unis, c'est un suffrage indirect, comme vous le savez, donc il y a certains États qui sont clés, et parfois il suffit, par exemple en 2016 avec donc comment dire, l'élection entre Donald Trump et Hillary Clinton. Je rappelle que Hillary Clinton a eu plus de voix que Donald Trump, mais elle a perdu certains États à 10 000, 20 000 voix dans des États où il y avait justement mise en place de voter suppression et qui ont fait basculer aussi cette élection à cause de ça. Donc en fait, l'une des choses vraiment très simples, c'est en fait... alors, il y a le redécoupage électoral, ça c'est pour le Congrès. Il faudrait aussi regarder, vous pouvez voir, il y a des circonscriptions électorales dans certains États qui sont juste... je ne sais même pas comment on peut décrire, des formes. Toute évidence, c'est fait exprès pour noyer soit le vote des personnes dont on sait qu'elles vont voter démocrate, soit c'est pour faire un district que pour ces personnes. Et donc, elles vont pouvoir voter elles voteront pour un représentant, mais le reste, ce sera assuré pour d'autres. Donc, en fait, c'est aussi fermer des bureaux de vote, en fait, dans certains quartiers. Ça, c'est une méthode extrêmement efficace. C'est exactement comme pour le planning familial. Enfin, l'équivalent, on ferme. L'équivalent, on ferme, ce qui veut dire qu'on ne peut plus... voter, ça devient extrêmement compliqué. Et là, c'est aussi très différent de la France. Enfin, je sais pas, moi, je vote depuis tout le temps dans le même bureau de vote, en fait. On ne ferme pas comme ça. Et là, en fait, on peut fermer des bureaux de vote de cette façon. Donc, pratiquement, ça permet de cibler certains quartiers. En vertu de ce que la question, il y a des groupes qui votent plus pour. On va être un peu plus précis. Le voter suppression, c'est mis en place souvent par les États républicains. Donc en fait, ils ciblent des groupes dont ils savent qu'ils vont voter plus démocrates, et ça se fait par quartier, effectivement, le plus souvent. Ça se fait à Rennes ? Bon, alors, vous avez changé de bureau de vote. Voilà, écoutez, alors je ne savais pas, maintenant, moi qui pensais que... On va prendre une dernière question. Ce n'était pas vraiment une question, c'est complémentaire. Ouais. Bon, ça a été révoqué maintenant, je crois que pas la dernière élection, mais celle précédemment. Mais en Floride, pendant longtemps, tous ceux qui avaient fait de la prison, et on sait que le système pour aller en prison aux États-Unis est assez... raciste. Il y avait des centaines de milliers de Noirs qui ont perdu leur droit à voter parce qu'ils avaient fait de la prison. C'est toutes les lois, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'États qui enlèvent à vie le droit de vote, y compris après la fin de la peine. Et surtout, comme vous le dites, qui va en prison, qui est condamné pour quelques raisons, pour quel délit, etc. Et en Floride, effectivement, il y a eu un référendum, parce qu'il y a beaucoup de référendums aussi au niveau des États, et où l'État de Floride a révoqué cette loi, et ça a redonné le droit de vote à, je crois, 1 million, enfin en tout cas un nombre. Et la Floride étant un État aussi clé en fait pour les élections, c'était extrêmement important, mais il y a
eu d'autres mesures depuis, demandant est-ce que ces personnes payent une somme pour se réinscrire sur le... Donc il y a eu à nouveau une bataille autour de ça. Mais c'est extrêmement important, vous avez raison, parce qu'en fait, ça cible très clairement les personnes notamment noires, mais aussi en général appartenant à des groupes marginalisés, effectivement. Donc ça, c'est une autre façon de cibler certains groupes. Eh bien, écoutez, nous allons remercier Hélène Canquin pour sa présentation. Et si les élections américaines, les prochaines élections présidentielles vous intéressent, en avril, nous aurons une conférence assurée par une collègue de l'IEP de Lyon, Aurore Portet, qui viendra nous parler donc des échéances électorales. Et évidemment, en octobre aussi, on aura un moment autour des élections avec plusieurs collègues. Voilà. Merci à tous. Et merci à la ville de Rennes à nouveau pour son soutien.